Ça y est, l'Espagne est championne du monde 2026. On va en parler, mais avant ça, générique. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur La Causerie. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière vidéo de cette Coupe du Monde 2026. Avant qu'on la mette derrière nous, qu'on la garde en souvenir ou pas, hein, d'ailleurs ça dépend. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour évoquer cette finale Espagne-Argentine, victoire donc de l'Espagne. 1-0 contre l'Argentine de Lionel Messi, victoire. Et deuxième étoile accrochée au sommet du blason espagnol, la Roja était la meilleure équipe de cette Coupe du Monde. Je pense que voilà, le football a gagné. C'est assez logique quand on voit les prestations de phase d'élimination directe de cette Espagne, de les retrouver tout en haut du monde pour cette Coupe du Monde nord-américaine 2026 qui s'est conclue voilà, par un match pas très intéressant, mais c'est une finale, on peut comprendre. Quand il n'y a pas l'équipe de France, finalement, les finales sont assez moribonds. C'est pour ça. Mais voilà, on va toucher un petit mot aussi de ce magnifique France-Angleterre pour la 3e place, ce match de con. Hein. Victoire 6-4 de l'Angleterre, 10 buts. Ça n'arrive pas souvent. Je crois que c'est la 3e ou 4e fois de l'histoire qu'il y avait 10 buts dans un match de Coupe du Monde. Donc c'est rare pour le souligner. Donc on va pouvoir en parler dans cette dernière vidéo. Je vous dis merci quand même pour avoir suivi. On a parler de cette Coupe du Monde en long, en large et en travers pendant tout ce mondial. On va se reposer après et les prochaines échéances seront le championnat de France, Ligue 1, Ligue 2, potentiellement un peu de Ligue 3 aussi parce qu'on va se régaler. Je suis hype par cette saison de Ligue 3. Et donc on est parti pour cette review un petit peu de cette finale de Coupe du Monde. On a donc ce Espagne-Argentine, victoire 1-0. Ça y est, le tableau est complété. L'Espagne est championne du monde. C'est bon. C'est validé pour les Espagnols, victoire 1-0 sur un but de Ferran Torres, qui avait une bonne gueule de héros, il faut le dire. Un peu le Mario Götze de 2014. Le Mario Götze de 2026 plutôt, pardon, Ferran Torres, qui va donc offrir un sacre mérité à cette sélection espagnole. Didier Deschamps aura quitté donc cette aventure avec l'équipe de France sur une défaite 6-4 contre l'Angleterre. On va juste toucher un mot rapide. Bon, l'équipe de France aura donc perdu à chaque fois contre les champions du monde. L'Allemagne 2014. L'Argentine 2022 et l'Espagne 2026, puisque tu gagnes en 2018, donc ça va. Et même à l'Euro, à part la Suisse 2021, tu perds contre le Portugal en 2016, tu perds contre l'Espagne en 2024. Donc finalement, à chaque fois, quasiment, c'est le champion le futur champion qui élimine l'équipe de France. Donc c'est quand même gage de qualité d'éliminer cette équipe de France. Match de con. On l'a dit, l'équipe de France était menée 4-0 à la mi-temps de ce match contre l'Angleterre avec des prestations catastrophiques des 11 mecs sur le terrain. Il y en a pas un pour attraper l'autre. On a milité potentiellement pour voir du Malo Gusto à la place de Jules Koundé, du Zaïre Emery au milieu, du Konaté en défense centrale. Bon, ils ont tous été catastrophiques. Je veux bien que le match pour la 3e place, on s'en branle, on l'a dit, hein, on s'en fout complet, mais quand t'as pas joué trop sur cette Coupe du Monde, qu'on te donne l'opportunité de te montrer, etc., l'attitude était quand même désastreuse. En fait, c'est au-delà du niveau de jeu, c'est surtout l'attitude qui était quand même scandaleuse sur cette première mi-temps. Les buts encaissés, c'est hilarant. À chaque fois, tu vois l'alignement, t'as l'impression de voir des mecs jouer au 5, où t'as tout le monde en attaque, personne en défense. C'était assez drôle. On a le RP Michael Olise qui veut pas marquer de but. Je sais pas pourquoi. Sur cette Coupe du Monde, il finit meilleur passeur, et c'est la première fois qu'un mec met autant de passes D sur une Coupe du Monde. Il dépasse Pelé dans cette statistique-là, mais c'est quand même fou d'être aussi peu efficace. Il a frappé 20 fois, je crois que c'est le joueur français qui a frappé le plus de fois au but sur cette Coupe du Monde, Michael Olise, il n'a pas marqué, donc c'est quand même un truc de ouf. Les Anglais ont fait le travail, mais comme d'hab, chez Thomas Tuchel, on se fait peur derrière sur du coaching, et les rentrées de Dembélé, de Barcola, de Dayot Upamecano sur nous, qui est le patron. Même là, il est patron. C'est juste assez impressionnant. Et donc, l'équipe de France est revenue à 4-3, rate les balles de 4 partout, et Jude Bellingham a décidé. Franchement, il a décidé sur le but qu'il met, c'est assez impressionnant. Il y a le penalty de Saka, certes, mais le but 98e minute de jeu de Jude Bellingham, waouh, il s'est fait une action tout seul, il s'est fait un kiff. On a un triplé de Bukayo Saka également. Mais voilà, c'est un match de con. C'est un match très marrant à voir, franchement. Bon, la première mi-temps est scandaleuse, mais la deuxième mi-temps est très plaisante parce qu'en fait, ça va de toutes parts, c'est le bordel et c'est un festival. Voilà, c'est la dernière de Dédé. Il aura marqué quand même, il aura redressé cette équipe de France après le passage Naïsna, Domenech 2010, puis l'arrivée de Laurent Blanc qui a recommencé à peser quelques petites fondations, et puis Dédé est arrivé, il a fini le château avec ce sacre en 2018, et globalement, ces nombreuses finales disputées, l'équipe de France était assez régulière en compétition. On passe à Zizou, on verra ce que ça va donner Zinedine Zidane à la tête de l'équipe de France. On s'attend pas à une révolution dans le jeu, très honnêtement, mais l'aura du bonhomme,
Les choix aussi feront que peut-être on verra aussi d'autres têtes émerger. On a nombre de jeunes talents en France et on verra ce que ça va donner. Bon courage pour le nouveau staff. Voilà. Espagne-Argentine, pardon. C'était la finale de la Coupe du Monde. On a touché le mot de l'équipe de France. On est parti. Victoire 1-0 de l'Espagne. Ultra domination espagnole. 2 frappes seulement pour l'Argentine. On a dû attendre. C'est quoi la 100, peut-être 112e, peut-être pour voir la première frappe de l'Argentine sur une Coupe du Monde, sur cette finale, pardon. Bon, ils ont été mangés absolument partout. Ils ont fini à 10 assez logiquement, parce qu'on a quelques intellects quand même, hein, des prix Nobel de science dans cette équipe argentine. Enzo Fernandez, bon, son carton rouge, il est mérité, mais je sais pas pourquoi il fait cette deuxième faute sur Koubarsi. Il est complètement con. 93e minute de jeu à 50 mètres de tes buts. Le seul truc que tu trouves à faire, c'est d'aller cartonner le défenseur central adverse. Bon, ok. Et puis alors là, va falloir qu'on parle de cette masterclass. Il est où Leandro Paredes. On est sur 75 minutes, mais c'est bonbon. C'est un bonbon. C'est 75 minutes de très très haut niveau. 55 ballons touchés, 3 chevilles arrachées. Le coup de poing à la fin du match. Franchement, le match de chercheur du CNRS de la part de Leandro Paredes, magnifique. C'est du Leandro Paredes dans toute sa splendeur, mais c'est même limite une parodie de sa propre personne. Bravo, quel match de la part de Leandro Paredes. Là, il m'a amusé sur cette finale. Au moins, j'ai pris du plaisir à le regarder parce que c'était très marrant. C'était très peu footballistique aussi. Sur cette Espagne-là, composition de départ assez logique. Les changements de Luis de la Fuente, on les connaît, c'est globalement les mêmes. Le duo Pedri-Ferran Torres qui rentre, suivi du duo Mikel Merino-Nico Williams. Et après, on a fait rentrer en prolongation des hommes frais, Eric Garcia, Martin Zubimendi, pour redynamiser un petit peu cette Espagne. Mais le héros, il est là. Ferran Torres, on l'a dit, le Mario Götze de 2026. Buteur, a touché le plus de ballons dans la surface de réparation adverse, c'est à souligner quand même, il a été plutôt actif, mais c'est une Espagne qui a outrageusement dominé son sujet, qui encore une fois n'a absolument pas été mis en danger. On a la statistique de frappe argentine, 0,22 XG provoqué par l'Argentine. L'Espagne n'aura concédé qu'un seul but sur la totalité de la Coupe du Monde, on le sait, ça passe par une défense de fer pour essayer de gagner des grandes compétitions. Souvent, les équipes le prouvent. En 2010, ils l'avaient prouvé également, les Espagnols. C'était aux prolongations contre les Pays-Bas 1-0. Les Pays-Bas avaient été réduits à 10, si je dis pas de bêtises. Eh bien, c'est la même chose pour l'Espagne de 2026, scénario bis repetita, avec une outrageuse domination. Luis de la Fuente enchaîne Euro, Coupe du Monde. Pour ses 2 premières compétitions à la tête de l'Espagne, il a construit un vrai collectif, une vraie identité, une vraie idée de jeu. Et c'est totalement mérité pour cette Espagne, qui aura annihilé totalement l'Argentine. Ils n'ont perdu aucun match, ils n'ont jamais été menés dans la compétition. Il n'y a que le Cap-Vert qui aura accroché l'Espagne dans cette compétition sans prendre de but. 8 matchs invaincus pour cette Espagne de 2026. Eh bien, juste bravo. C'est la première équipe championne du monde en encaissant qu'un seul but sur l'ensemble du tournoi. C'était Charles de Ketelaar avec la Belgique. On a une Espagne qui a annihilé l'Argentine sur les 900 matchs disputés à la Coupe du Monde sur la période d'analyse d'Opta, donc depuis 1966. Seules 3 équipes n'ont tenté aucun tir lors du temps réglementaire. C'était 2 fois le Costa Rica, notamment en 2022 contre l'Espagne, et l'Argentine en finale. C'était absolument aberrant. L'outrageuse domination et l'invisibilité de l'Argentine sur ce match-là, c'était assez fou. Mais voilà, on s'y attendait d'avoir une Espagne dominée. On a cette mi-temps de 27 minutes et 24 secondes, soit à peu près le temps de jeu effectif de la première mi-temps, parce qu'il y avait 29 minutes 42 secondes de temps de jeu effectif sur la première mi-temps, 27 minutes 24 secondes de mi-temps. Avant de passer sur l'analyse précise du jeu, ce show à la mi-temps, j'ai regardé 5 minutes, hein. Après je me suis barré, je suis parti faire le linge, je suis parti me brosser les dents, c'était pratique au moins, ça m'a permis de faire des trucs. Mais j'en avais absolument rien à foutre. Même le show de début de match était long. C'était long. Ça a commencé à 21h05 le match. Bon, bah frère, on est là pour jouer au foot, quand on n'est pas là pour regarder un concert. C'était vraiment long de ouf. Très peu intéressant. Donc voilà, si on pouvait remettre le football au centre d'une Coupe du Monde, ça serait plutôt pas mal. Ça serait intéressant. À défaut de mettre des concerts. Mais un concert, si tu veux, à la mi-temps, mais prévois un concert de 10 minutes, quoi. Mais pas un concert 27 minutes, 24 secondes de mi-temps, on est en finale de Coupe du Monde. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. C'est-à-dire que t'as des mecs dans le vestiaire, ils sont focus pour jouer une finale de Coupe du Monde, on leur dit ouais attends parce que la mi-temps elle va durer 30 minutes en fait. C'est-à-dire 2 fois plus longtemps que d'habitude. Mais tu dois dans le vestiaire, tu dois
tu dois dégoupiller. Je comprends pourquoi Paredes, il est entré, il a pris un jaune automatiquement. Il a juste dégoupillé dans le vestiaire, ouais. C'est juste pour ça, mais c'est inutile, c'était bref, c'était voilà, on est bien content que le football, que cette coupe du monde soit terminée pour ce genre de choses quand même. Et surtout, ah oui, aucun ballon touché dans la surface de réparation adverse en première mi-temps pour l'Argentine. C'était le cas contre l'Allemagne en 90, c'était le cas de l'équipe de France face à cette même Argentine en 2022 et rebelote pour l'Argentine en 2026 contre l'Espagne. Aucun ballon touché dans la surface de réparation adverse et ça a duré très longtemps parce que même en seconde période, il y a une bonne, demi-heure, je pense, où ils ont pas un ballon dans la surface de réparation espagnole. Pareil, annihilation totale, du jeu argentin. Comment ça se fait? Bon, bah, on va faire quelques séquences, on va pas tout faire, sur cette, finale-là. On a tout de suite, dès le début de match, 28 secondes de jeu, ce bloc argentin, ce 4-4-2 développé par Lionel Scaloni. Énormément de défense, énormément d'équipes jouent et développent un 4-4-2 à plat sur les phases sans ballon sur cette Coupe du Monde, on l'a vu. Voilà, c'est le schéma prépondérant, le schéma classique. Avec un Julian Alvarez qui parfois se retrouvait dans une situation de 4-4-1-1, juste en dessous de Lionel Messi qui forcément est exempt de tâches défensives, et qu'on n'a pas trop vu offensivement. On a toujours cette Espagne, voilà, là on a Aymeric Laporte qui a le ballon, on voit Julian Alvarez, il garde un petit peu Rodri sous son aile. Du coup, on est un peu soit ce 4-5-1, soit ce 4-4-1-1 pardon, développé par l'Argentine avec Messi qui est bon, qui est là défensivement, il est présent, il est sur le terrain, mais il sera pas très très efficace, pas tout le temps. C'est pas le rôle qu'on lui demande forcément. On a cette Espagne qui très très vite, voilà, Julian Alvarez, il garde Rodri, mais on a ce faux appel de Rodri pour que Cubarsí nous livre une passe intervalle pour Dani Olmo qui décroche. J'ai beaucoup aimé le match de Dani Olmo avec le ballon. Je l'ai trouvé hyper intéressant. Techniquement, il est toujours très propre. Moi, je suis impressionné de ses prises de balles. Que ce soit sur une prise de balle contrôle orienté, que ce soit sur une fin de corps, il arrive toujours à se mettre dans le sens du jeu. Et ça, c'est assez impressionnant. Et c'est ce qui fait cette force-là aussi. Il a cette capacité d'accélérer le jeu offensivement pour l'Espagne et faire du mal. Mais voilà, les relances de Cubarsí, voilà, on n'en parle pas beaucoup de cette Coupe du Monde. On a beaucoup parlé de Rodri qui retrouve un niveau stratosphérique, qui a été élu meilleur joueur du mondial, c'est logique. On a parlé de Dani Olmo, on a parlé de Michael Oyarzabal, on a parlé des latéraux Cucurella et Pedro Porro. Alex Baena a été plutôt intéressant, mais avec Cubarsí et Laporte, en plus de leur solidité défensive, bah, ils sont pas emmerdés avec le ballon, quoi. C'est vraiment bravo. Ça a été plutôt impressionnant. On le voit, la classique espagnole, voilà, avec ses ailiers cette attaque extrêmement étirée, avec des ailiers qui mangent la ligne même à l'opposé du ballon pour pouvoir permettre de libérer de l'espace là, ici. Quand je parlais de la capacité de Dani Olmo à se retourner et accélérer le jeu, il est servi par Cubarsí qui est monté en fait exprès avec le ballon pour faire sortir un Argentin. Là, c'est McAllister qui est là. Ce qui libère l'espace pour Dani Olmo. Vous voyez, Dani Olmo, il est au milieu de ce beau carré. Le ballon est en transition entre Cubarsí et Olmo, et vous avez directement, alors je pense que c'est Lisandro Martinez qui sort tout de suite sur Dani Olmo. Il veut sortir sur le joueur très très vite. Il est un peu loin, mais le ballon n'est pas encore arrivé. Mais en fait, c'est ça qui va créer le décalage, parce que du coup, si Lisandro Martinez sort sur Dani Olmo, parce que McAllister est avancé pour presser un petit peu Cubarsí, Nico Gonzalez, il est obligé de fermer la porte vers une passe vers Lamine Yamal. Il le ferme pas vraiment. Mais en fait, en sortant sur Dani Olmo, il permet à l'offensive espagnole d'être en 1v1, en fait, d'avoir Lamine Yamal contre le latéral gauche, d'avoir Oyarzabal contre c'est Romero du coup, et d'avoir Alex Baena de l'autre côté en 1 contre 1 en fait, et donc cette Espagne-là, avec la qualité technique de Dani Olmo qui, sur sa prise de balle, va se retourner, va éliminer ses vis-à-vis, va pouvoir servir Michael Oyarzabal qui va jouer à une touche, et du coup on est sur cette situation de 1 contre 1, mais encore une fois, ces différences de vitesse jouées par Dani Olmo, qualité technique, il a 2 joueurs qui sortent sur lui, avec son contrôle il se retourne, il fait mal, et derrière on va chercher un 1-2 avec un peu de réussite derrière sur cette suite d'actions, parce qu'on va trouver Lamine Yamal. Lamine Yamal, il veut servir dans l'axe, mais en fait c'est touché par un joueur argentin. Ils sont 4 autour de Lamine Yamal quand même, mais c'est touché par un joueur argentin, et ça va retomber dans les pieds de, je crois que c'est Dani Olmo du coup qui se reprojette sur cette action suivante, peut-être.
il me semble, parce qu'on a trouvé Oyarzabal qui avait décroché, qui était revenu là. C'est Daniel Mo qui derrière s'est reprojeté, qui était dans le sens du jeu forcément. Il va servir, c'est retombe sur lui, il aimante quasiment le ballon Daniel Mo, ça retombe et vous voyez en fait sur cette action, Lamine Yamal, il le sait, au moment où il donne son ballon, peu importe dans quelle zone ça tombe et comment ça arrive dans les pieds de Daniel Mo, ça y arrivera avec de la réussite. En fait, c'est le seul qui est dans le sens du but. Vous voyez, tous les joueurs argentins, ils sont, bon, ouais, lui, il vient de toucher le ballon, il vient de le contrer, c'est logique, mais McAllister, il est un peu arrêté. Les 2 joueurs argentins, là, ils regardent un petit peu, ils sont arrêtés. Ils sont pas dans le sens du but. Alors c'est logique, ils défendent, donc ils sont un peu arrêtés, mais le seul qui est dans le sens du but, c'est Lamine Yamal. C'est le seul qui qui voit ça. Il y a de la réussite, elle est provoquée et du coup, bah, Daniel Mo peut lui remettre. Techniquement, c'est bien fait. Il y a de la réussite forcément, mais c'est lui qui est dans le sens du but et on aura la première et seule frappe cadrée des 35 premières minutes de cette finale-là, sur de la réussite, mais sur du mouvement espagnol avec toujours un Dani Olmo hyper intéressant, dans le jeu. 38e minute de jeu, on arrive peut-être sur la c'est la 2e occasion espagnole. On a Aymeric Laporte cette fois qui est ici. Vous voyez, on a donc Rodri qui est ici, on a, Fabien Ruiz qui est ici et on a Alex Baena qui est ici. C'est à peu près les 3 joueurs qui nous intéressent. Vous avez donc Alex Baena qui est dans cet intervalle-là, c'est Cucurella qui mange la ligne cette fois-ci parce que l'Espagne est en phase de possession et tout. Dani Olmo qui est en position de 9. Oyarzabal, il doit traîner par là, à mon avis, et Yamal mange la ligne. Mais c'est les 3 joueurs, là, Fabian Ruiz, Baena et Rodri qui nous intéressent. Laporte a le ballon. Il va avancer pour essayer de faire sortir Lionel Messi sur lui. Trouver dans un intervalle de passe, toujours une passe dans l'intervalle, même si c'est un micro-intervalle, voilà, pour éliminer le premier rideau de pressing. Pressing, on s'entend. Il va trouver Rodri qui s'est déplacé ici. Et vous voyez qu'en fait, entre le premier et le deuxième screen, c'est Fabian Ruiz qui est venu occuper l'espace ici. Et c'est Alex Baena qui a décroché. Et en fait, en décrochant et en échangeant, en interchangeant sa place avec Fabian Ruiz, Baena maintenant il est tout seul. Il n'a pas été suivi, ils ont juste interchangé les places. Du coup, on va trouver Rodri. Rodri va trouver Baena. Baena, entre-temps, il a eu le temps de se mettre dans le sens du jeu, parce qu'il a décroché, il était dos au but. Là, il est face au but. Il va pouvoir trouver, dans un intervalle, un Fabian Ruiz qui est toujours dans ce carré-là. Ce carré, latéral, défenseur central, milieu de terrain. Il y a toujours un joueur espagnol qui se traîne ici. On a vu que c'était Dani Olmo sur l'action précédente. Ici, c'est Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, il va pouvoir jouer sur Dani Olmo. Il rate sa passe, mais il a de la chance parce que ça revient. Il y a Michael Oyarzabal qui est derrière, qui va pouvoir récupérer le ballon et frapper au but sur cette frappe demi-volée un peu sympa sur Dibou Martinez. Mais encore une fois, on a ce mouvement Baena, Ruiz, Fabian Ruiz qui va s'insérer toujours dans ce demi-espace-là, qui est tout seul, et du mouvement espagnol toujours pour aller mener à 2 occasions. J'essaie de trouver ce qu'on peut au niveau occasion sur ces matchs-là. Ça, c'est l'autre action espagnole, je crois que c'est la 3e occasion du match. C'est un beau mouvement espagnol qui va mener à Pedro Porro, qui va déborder sur le côté, et vous voyez, il y a 2 Espagnols qui en fait vont faire le même appel. Cucurella peut pas vraiment faire l'appel parce qu'il est obligé de compenser la montée de Pedro Porro, ils peuvent pas monter tous les deux, parce que sinon après, si tu perds le ballon derrière, tu es très exposé. Mais en fait, là où les Espagnols, sur ce centre de Pedro Porro, on va peut-être mieux le voir ici, en fait, ils font quasiment le même appel vers le premier poteau, Dani Olmo et je pense que du coup c'est Oyarzabal, qui font en fait le même appel sur le premier poteau, et du coup, tu as Pedro Porro, lui, il va chercher la zone second. En fait, la zone second, elle est complètement libérée. Il n'y a pas un Argentin, mais il y a surtout pas un Espagnol dans toute cette zone-là, surface de réparation. Goureia peut pas vraiment monter parce qu'il est obligé de compenser la montée de Pedro Porro. Et en fait, il y aurait potentiellement Daniel Mo qui aurait dû faire cet appel second au lieu de faire l'appel premier. Encore une fois, je suis pas attaquant, donc je vais pas commencer à donner des consignes à des mecs qui sont champions du monde. Faut pas déconner non plus. Mais voilà, l'Espagne a eu quand même majoritairement le ballon. Ils sont quand même majoritairement provoqué ils ont provoqué le plus d'occasions de toute façon, et ça a été le plus important. On en avait parlé sur la preview. Alors là, on est sur un corner joué à 2. Donc c'est logique qu'il y ait entre guillemets une prise à 2 sur Lamine Yamal, mais on en avait parlé pendant la preview. Ce qui est intéressant en plus de la prise à 2, c'était ce 3e bonhomme-là. En l'occurrence, c'est McAllister. Sur l'action, on le voit, il est, je sais pas s'il est pas premier poteau, mais en tout cas, il est au moins dans cette zone-là, McAllister. Et en fait, dès que Lamine Yamal touche le ballon, il va tout de suite se mettre là. Pourquoi ? Parce qu'on l'a dit, Lamine Yamal, même s'il y a une simple prise à 2, c'est pas suffisant parce qu'il est capable de s'ouvrir un angle de passe ici. Et cet angle de passe ici, pour un mec qui coupe premier pour frapper une touche, c'est déjà arrivé beaucoup de fois avec le Barça, mais surtout avec la sélection espagnole. Donc il y a McAllister qui vient là, la Belgique l'avait très bien fait. Se mettre un 3e joueur ici pour empêcher Lamine Yamal de s'ouvrir l'angle de passe dans l'intervalle entre les 2 joueurs, c'était important. Et ça a été plutôt bien fait, même si Lamine Yamal, je crois, n'était pas à 100% sur ce match-là. Ça n'a pas empêché l'Espagne de s'imposer. Ce qui était très, très intéressant côté espagnol aussi, c'est, regardez, là, Lionel Messi touche le ballon.
Bon, bah, il y a 2 Espagnols sur lui et puis il y a Lamine Yamal qui est prêt à enclencher le pressing. Lui, il est dans le sens du jeu. Dani Olmo, pareil, ils sont dans le sens du jeu, il est tourné pour aller, faire le pressing. Là, on a, Pedri qui est sorti sur Messi. On a, Ferran Torres qui ferme la passe, vers le défenseur central. On a un bloc espagnol qui, sans ballon, est ultra intéressant, qui est toujours en mouvement, toujours aux aguets, toujours prêt à déclencher le pressing. Il y avait de l'agressivité côté argentin, mais il y avait aussi de l'intelligence de jeu côté espagnol, sans ballon, à l'image de cette action-là argentine. On est à la 72e minute de jeu. On a, je dirais peut-être Simeone qui déborde là côté droit, quoique je suis pas sûr. Et vous avez, ça part d'une action de Messi qui va porter le ballon, et Messi, où est-ce qu'il va se mettre? Toujours sortie de surface. Ici, enfin entrée de surface de réparation. Vous connaissez la classique. Cette fois-ci, il est sur son pied droit. Ça n'empêchera pas, si on lui donne un bon ballon, de marquer un cajot. Mais l'intelligence espagnole, c'est de fermer en fait cette passe-là. Parce que le danger, c'est pas forcément un ballon centré ici. Le danger, il est ici. Il est ce centre en retrait. C'est contre l'Autriche, il me semble, qu'il marque ce but-là aussi. Et en fait, on voit, on cherche pertinemment. Il est laissé seul ici, Messi, sur cette zone-là. Mais en fait, l'important, c'est qu'il y a un Espagnol là qui vient couper cette passe, cet angle de passe ici, tac, vers Messi, et ça a été très bien fait. Et donc voilà. L'Argentine n'a pas été très dangereuse offensivement, mais absolument pas dangereuse offensivement, euh, avant l'ouverture du score. Mais l'Espagne, quand même, sans ballon, reste attentive à ce qu'il faut. Et c'est assez intelligent. On est à la 105e minute de jeu et 11 secondes. On vient de reprendre la deuxième mi-temps des prolongations. On part d'un ballon qui est à quoi, 5 mètres de la ligne de 6 mètres des Espagnols. Voilà. Ils sont à 5 mètres de leur ligne de 6 mètres. Et en fait, vous voyez, il n'y a pas un Argentin qui vient parce qu'ils sont complètement cramés. Dans la partie de terrain espagnole, il n'y a que Messi qui ne défend plus. Et en fait, les Argentins sont cuits. Ils sont à 10 depuis maintenant 10 minutes. Ils ont cavalé tout le match parce qu'ils n'ont pas une bille. Et donc, l'Espagne va tranquillement ressortir le ballon, remonter le ballon assez tranquillement. On va chercher Lamine Yamal sur le côté droit. Mais encore une fois, on défend assez loin de Lamine Yamal parce que on est cuit. On voit que l'Argentine est en 5-3-1. Bon, le 1, c'est Messi, mais il défend pas. C'est ça qui va coûter cher aussi parce qu'en fait, un mec comme McAllister, il est cramé. Il est cuit complet. Ils sont oxy. Lamine Yamal va trouver en retrait Pedro Porro, mais vous voyez que déjà, ils sont loin de Lamine Yamal. Les 4 Espagnols ici, entrée de surface, qui peuvent amener du danger par un centre, ils sont solo, parce qu'ils n'ont pas les moyens, les Argentins, de défendre. Et vous avez Ferran Torres entrée de surface qui est tout seul. Et vous voyez que Ferran Torres, mine de rien, il va être tout seul un bon paquet de temps quand même. On va trouver Pedro Porro, pardon. McAllister est trop loin, mais McAllister, il a tellement cavalé pendant le match qu'il ne peut pas sortir sur Pedro Porro. Il est en prise à 2 sur Yamal, donc il est très loin. Pedro Porro, il va mettre le centre en une touche, il est nickel. Vers Nico Williams. Ferran Torres, du coup, je crois que c'est Simeone qui le garde ici dans cette zone. Mais vous voyez qu'en fait, Ferran Torres, il n'est pas très loin, Simeone, de Ferran Torres. Mais retenez où ils sont. Regardez son positionnement, regardez le positionnement de Ferran Torres. On en parle sur le prochain screen. Le centre second poteau de Pedro Porro. Ferran Torres, il a un petit peu bougé. Simeone, il est quasiment au même endroit. Et en fait, sur la remise, Simeone, lui, il a fait, en l'espace de 5 secondes, Simeone, il a dû faire 2 mètres. Ferran Torres, il en a fait 10. Et du coup, il est tout seul dans la surface de réparation. Le marquage a complètement été lâché. Très bonne remise de Nico Williams, très intelligente. Frappe, cajot. Le héros s'appelle Ferran Torres. Voilà pour cette petite analyse rapide de ce match-là, de cette finale de Copa del Mundial. Voilà, pour conclure cette Coupe du Monde. Tranquillement, l'Espagne donc est championne du monde. Voilà, ça fait confetti, c'est super. C'est mérité. Et quelle est la suite finalement? Quel est le prochain rendez-vous? Nous, le prochain rendez-vous, ils sont simples. On vous a fait une vidéo point mercato qui sortira la semaine prochaine. Sur la chaîne, tranquillement. Une bonne vidéo point mercato Ligue 1. On reparle du football français parce qu'on adore ça. Et puis les prochains rendez-vous, c'est quoi? C'est le 7 août. Bourg-en-Bresse, Villefranche, Caen, Valenciennes, Concarneau, Orléans, Fleury, Amiens, La Roche, Versailles, La Roche-sur-Yon, bien évidemment, Paris 13 Atlético Quevilly, Rouen, Cannes, Aubagne, Thionville, Bastia, Le Puy. Le début de la Ligue 3, 20h45 le 7 août prochain. On enchaînera le 8 août à 20h45 avec un multi-Ligue 2, un Sochaux-Saint-Etienne notamment, un Boulogne-Nancy, entre anciens promus, un Nantes Red Star pour le retour du FC Nantes en Ligue 2, à voir comment le projet nantais se reconstruit en Ligue 2, un Rodez-Laval qui peut être un peu intéressant, sympathique sur le papier. Voilà, on a des belles affiches. Et puis également, ça sera le 21 août, 20h45, Marseille-Strasbourg pour lancer la saison de Ligue 1 2026-2027.
avec un samedi chargé, le retour du Mans contre Brest, du côté de Marie-Marvin, pardon. Et puis voilà, on est reparti tranquillement pour une magnifique saison. En attendant, on va faire un petit repos, on fera les previews quand il faudra. Et puis pour cette Coupe du Monde 2026, on peut la mettre de côté. Voilà pour cette dernière analyse de cette Coupe du Monde 2026. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre pour la suite et ne rien manquer du reste du foot français, parce qu'on va parler du foot français bien évidemment sur tout le reste de la saison. Ligue 1, Ligue 2, vous connaissez la recette, on fait ça tous les ans. Merci à tous de nous suivre, merci à tous de nous avoir suivis sur cette Coupe du Monde. On se donne rendez-vous donc je crois que ça va être jeudi à peu près la vidéo point mercato. On l'a tournée hier avant la finale, mais je vais la foutre pour programmer pour jeudi. Et après on se retrouvera pour les previews des différents championnats. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Je suis très heureux d'avoir traité cette petite Coupe du Monde 2026. On s'est régalé. J'ai plus qu'à vous souhaiter de très très bonnes vacances rapidos. On se retrouve jeudi pour le point mercato avec Melvin. Ciao tout le monde.